Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce dimanche pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Il est très volubile, très critique à l'encontre du régime du président Patrice Talon. C'est avec lui que nous allons passer les prochaines 52 minutes pour analyser l'actualité politique nationale. Lorsqu'on préparait cette émission, il m'a dit clairement que c'est nos limites pour lui, mais il y aura quand même quelques limites que nous allons y mettre puisque les sujets ont été choisis. Il s'agit bien évidemment de l'affaire Steve Amousou, si on peut l'appeler ainsi, du procès annoncé de Ronvi, de la saisine de quelques juristes béninois par rapport au code électoral. Ces juristes qui ont saisi notamment la CEDEAO. Et nous parlerons bien évidemment, vous l'avez compris, de l'élection présidentielle, ou plutôt les élections générales de 2026. Ce sont ces sujets qui nous intéressent avec le député Kamel Ouassangari, député LD à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, monsieur Donclap. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et je dirais enfin. Enfin, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un an, j'ai été invité. Me lever ici à 6 heures pour aller au niveau de... le siège, c'était un peu difficile. Mais il faut dire qu'enfin. Mais voilà que nous, on est venu vers vous. Vous êtes venu. Donc, on s'est déplacé, on est venu vers vous. Je tiens quand même à vous féliciter. Voilà. Je ne m'y attendais pas. Et que Dieu bénisse Eden TV. Amen. Alors, monsieur le député, on va aller directement droit au but. Vous êtes à l'Assemblée nationale depuis un moment. Comment se passe la cohabitation avec les autres députés de la mouvance présidentielle, notamment? Mais ici, au niveau du Parlement, c'est vrai qu'on a pris fonction le 12 février 2023. Et depuis le 12 février 2023, malgré les différences sur certains sujets, nous savons qu'au Bénin, nous sommes un indivisible. Donc, étant au Parlement, même si nous sommes venus des partis différents, nous représentons le Bénin. Donc, nous sommes un microcosme de la population béninoise. Tout se passe bien. On reconnaît qu'on est des frères et on travaille, surtout nous, les députés du Parti des démocrates, pour le bien-être des populations. Vous voulez dire que les autres ne travaillent pas pour le bien-être? Nous sommes le petit parti du peuple. Nous sommes avec le peuple. Nous enrichissons mieux les difficultés du peuple. Les autres, même s'ils enrichissent les difficultés, parce que soutenant un régime qui a peut-être ses ambitions, sa vision, qui n'est pas forcément la vision du peuple, n'arrive pas à parler. Nous, on dit. Pas parce qu'on est contre le régime, mais parce que nous estimons que notre rôle, c'est de toucher là où ça ne va pas pour amener le régime à mieux faire. Parce que l'échec du régime fait l'échec du peuple béninois. On n'a rien contre la personne du chef d'État, mais nous, c'est que on pose des actes pour que le peuple béninois se porte mieux. Mais quel intérêt avez-vous, vous, députés de l'opposition, à ce que le régime réussisse sa mission? Il dit, c'est le développement du pays qui nous préoccupe. Le président Patrice Talon, il lui reste 620 jours. Dans 620 jours, il va partir, c'est un autre président qui va venir. Donc si on n'accompagne pas pour qu'il améliore sa vision que nous trouvons catastrophique, ça veut dire que celui qui va venir aura plus de travail à faire. Donc c'est quand même tout faire pour que le bien-être des Béninois soit réglé par n'importe qui, par toute personne qui serait à la tête du Bénin, à qui le peuple aille à faire confiance pour être à la tête du pays. Même si je reconnais que ne peut pas faire confiance au président Patrice Talon en 2016, mais pas en 2021. Il s'est imposé. Ça, c'est dans notre débat, monsieur le député, mais le peuple aussi se pose quelquefois des questions. Des fois, on vous regarde dans les débats parlementaires, vous êtes contre des lois, mais finalement, vous votez pour. Pourquoi il manque quelques cohérences quelquefois, notamment sur la loi qui attribue la nationalité aux afrodescendants. On a vu que les démocrates ont critiqué cette loi, mais finalement, vous avez voté. Merci. Bon, j'étais pas au pays. Étant député du Parlement de la CEDEAO, j'étais à une session du Parlement de la CEDEAO. Donc, je n'ai pas pu suivre l'évolution de comment la loi a été votée. Mais je sais que le président Eric Koundété et certains ont fait quand même des amendements. Et comme on le dit souvent, une loi peut venir en culotte, peut être critiquée, mais peut être améliorée. Et sortir en aguada, comme on le dit. Donc, sûrement que les amendements ont été pris en compte. Et si les amendements ont été pris en compte, c'est normal que la loi soit votée à l'unanimité par le Parlement. Et je tiens à le répéter, nous n'avons rien contre
le régime. Nous n'avons rien contre les lois qui viennent, mais nous ne sommes pas d'accord parfois sur le contenu de certaines lois. Et si on n'est pas d'accord, nous ne sommes pas là pour voter les yeux fermés. On fait les amendements. Si les amendements n'ont pas été pris en compte, là on est obligé de rejeter. D'accord. Alors nous allons maintenant aborder le sujet que j'ai annoncé, notamment l'affaire Steve Amoussou. Je fais une différence entre l'affaire Steve Amoussou et le procès Ronvi annoncé, puisque l'intéressé lui-même, jusqu'à la date où nous tournons cette émission, n'a pas reconnu être le frère Ronvi. Alors vous avez suivi le procès de Steve Amoussou. Est-ce qu'en tant que député LD de l'opposition, vous êtes satisfait de l'issue de ce procès? Personne n'est satisfait, sauf ceux qui veulent se rendre propre. Parce qu'on a eu comme l'impression qu'il avait une célérité pour condamner, mais il n'avait pas une célérité pour qu'on sache la vérité. Parce que après la condamnation, il a eu plus de questionnements qu'au début du procès. Quel questionnement, par exemple? Les autres, on dit que c'est 4 personnes qui sont venues, qui sont allées kidnapper Steve Amoussou. On parle de 2. On parle du directeur de Wanilo, que Steve Amoussou dit qu'il n'a pas vu le visage. Voilà. Mais ceux qui sont cagoulés, pourquoi ne pas demander à ceux qui reconnaissent qui était sur place, c'était qui? Parce que ça, là, il y a eu un procès à mi-parcours. La justice devait chercher à savoir qui sont les autres acolytes qui les avaient accompagnés pour réaliser ce kidnapping. Mais les noms de ceux-là n'ont pas été prononcés par les Togolais. Non, on peut dire eux ont reconnu qu'il n'était pas seul. Les 2 personnes condamnées ont reconnu, Jimmy n'ont pas reconnu qu'il n'était pas, ils étaient avec d'autres personnes. La justice devait savoir quelles sont les autres personnes qui étaient avec eux. Mieux, quel est le policier qui a officiellement reçu Steve Amoussou à la frontière pour lui annoncer qu'il est dans les liens de la justice. Beaucoup de questionnements, nous n'avons pas fini sur mais il y a beaucoup de questions, on veut comprendre certaines choses. Et qui a autorisé, on parle d'un certain Aïm Marcelin, un certain Aïm Marcelin, qui sort de nulle part. Et comme ça, même celui qu'on dit au bénéfice du doute, on le relâche, il est complice. Comment vous pouvez dire qu'il est complice? Parce qu'il reconnaît au moins qu'il reconnaît qu'il a été appelé et qu'il a demandé de remettre Amoussou au maître de la justice. Voilà le problème. Non, ce n'est pas ce qu'il devait dire. Il a conseillé. Ce n'est pas un bon conseil. Parce que déjà, il est complice du fait que l'autre a été kidnappé. Non, il est complice. Monsieur le député, la complicité engage aussi les auteurs, l'individu en question. Que toute personne qui a été au parfum. Oui, d'accord. Vous voulez parler de la non-dénonciation, par exemple? Non-dénonciation. Oui, mais vous savez très bien que M. Amoussou, lui-même, au cours de son procès, n'a pas pu nous dire s'il a reconnu réellement M. Wanilo dont vous parlez. Et la justice... Pas parce que l'autre ne l'a pas reconnu, parce qu'il a été au parfum que quelqu'un a été kidnappé. Il n'a pas eu le courage d'aller dénoncer. Et si la justice togolaise n'avait pas cité son nom, on n'aurait jamais su qu'avant que M. Steve ne soit remis à la justice, que M. Wanilo, un directeur général, a été informé du kidnapping d'un Béninois. Il devait être le premier à dénoncer pour dire, voilà, les gens m'ont interpellé, telle personne m'a... Voilà ce que je leur ai donné. Mais il leur a dit d'aller à l'OCRC. C'est parce que la vérité est sortie. Il leur a dit d'aller à l'OCRC. Il devait se dénoncer. Mais après, devant le juge, qu'il a innocenté, monsieur le député, il a donné sa version des faits. Il y a eu un procès, en fait. Non, il y a un procès fait ici au Bénin par la cliente. On sait ceux qui sont nommés à la cliente. Moi, j'ai des doutes, entre griffes, des jugements que donne la cliente. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est normal. C'est pour ça que je dis, s'ils savent que, si Wanilo sait qu'il est propre, qu'ils aillent simplement de faire confiance à la justice du Togo. Qu'ils aillent, il va apporter ses preuves qu'il n'était pas là. Oui, vous savez que l'État béninois ne livre pas ses citoyens. Non, il a d'aller lui-même. On n'a pas demandé de le livrer. Qu'il aille au nom de la République togolaise, que je suis venu affronter la justice pour me blanchir, parce que vous me salissez. Vous pouvez prouver qu'il n'était pas sur le sol togolais, qu'il était peut-être en train de prendre son café ou bien en train de faire son entraînement de MMA, kickboxing,
et que c'était peut-être une autre personne qui était en Gasta. Oui, mais on peut vous rétorquer également, monsieur le député, que les démocrates qui sont en exil en dehors du Bénin, eh bien qu'ils rentrent aussi devant la justice béninoise pour se blanchir, parce qu'il y a des démocrates qui sont recherchés, qui ont quitté le pays. Donc on peut vous rétorquer ça. Et d'ailleurs, les régimes vous le disent abondamment. Non, ceux qui sont les démocrates qui sont hors du pays utilisent la même méthode, la vision du président Patrice Talon même. Qui a reconnu qu'en 2012, lorsqu'il voulait rester faire face à sa justice, c'est sa femme qui lui aurait dit « Sors d'abord, sois vivant bien sûr. pour pouvoir te défendre ». C'est la même, comme il a conseillé, c'est le conseil que sa femme lui avait donné, que les autres démocrates qui sont à l'extérieur du pays appliquent également. Oui, mais vous ne savez pas si c'est la femme de Wanilo qui lui a dit « Ne va pas au Togo non plus ». Peut-être, on verra bien. Pourquoi vous voulez qu'il fasse ce que vous ne voulez pas faire, vous? Non, c'est pas nous. Moi, je sais pas quand même. Si c'était moi, j'irais au Togo, je prends mon véhicule, je vais au Togo, il dit, je viens pour laver mon odeur. Et là, je sais que j'ai les preuves qui me blanchissent carrément, et je reviens tranquillement, parce que je ne me reproche rien. Mais ce qu'il y a un problème, s'il ne le règle pas, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, c'est qu'il serait peut-être bloqué au Bénin, il serait difficile pour lui de quitter lui. Mais je reconnais qu'il peut aller à l'aéroport de Kadjaou, prendre l'avion et aller à l'aéroport de Tourou. Au moins, il peut prendre l'avion pour se faire... Pour faire de l'ironie. Non, si c'est qui... Oui. Non, l'aéroport de Tourou... Oui. Peut-être ça va permettre de vite réparer l'aéroport de Tourou, qui depuis plusieurs années, dont les travaux étaient bloqués. Peut-être ça va lui permettre, comme il est habitué à prendre l'avion, de prendre le vol à Kadjaou pour descendre à Tourou. Il y a un vol comme ça. Mais s'il va ailleurs... Pardon? Il y a un vol comme ça qui existe. Non, ils vont créer. Il faut courir. Monsieur le député, l'affaire Steve Amoussou est une affaire sérieuse. Très, très sérieuse. Et monsieur Amoussou s'en sort quand même avec quelques dommages et intérêts que la justice a demandé qu'on lui paye. Est-ce que ce n'est pas une façon pour la justice de reconnaître quand même les droits du citoyen béninois? Aucun droit. Comment? On reconnaît qu'il a été kidnappé. Oui. Moi, je pense qu'après la décision du tribunal, on devait relâcher M. Amoussou. Oui, sur cette affaire peut-être. On le relâche d'abord. Peut-être que s'il sort au portail, on peut le prendre pour un autre dossier. Vous allez encore crier, c'est vous qui allez encore crier. Il y a des cas de figure. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était au ministère des Finances, qui était à Misérité, qui a été jugé. Lorsqu'il a été libéré, il est retourné en prison pour le même jour. Il a pris ses effets. Lorsqu'il est sorti de la prison, au portail, on l'a arrêté pour lui notifier des nouvelles charges. C'est un ancien collègue du ministère des Finances et des Impôts. Nous estimons que ça devait être pareil. Mais qu'est-ce que ça change? Non, l'essentiel... Au fond, ça change pas. C'est le test. Oui. Il faut que tout le monde respecte les tests. Le respect des procédures. Et mieux, lorsque les experts en kidnapping ont pris à Amoussou, lorsqu'ils appellent la police, l'OCSC, pour dire qu'ils ont quelqu'un, en vertu de quoi la police l'arrête. Et quelle est la notification que le commissaire qui a reçu ici Amoussou à la frontière a eu à lui donner? Parce que si on prend quelqu'un, on t'arrête pour ci, pour ça, pour ça. C'est vrai qu'au niveau de la justice béninoise, on t'arrête d'abord avant de chercher les preuves. Peut-être que oui, on est habitué à ça. Ah bon? Vous avez des cas aussi? C'est plein. On a arrêté qui avant de chercher les preuves? Tous les militants du Parti des démocrates qui ont été arrêtés, c'est après leur arrestation, on cherchait à courir, à voir leur téléphone pour voir si on peut trouver quelque chose. Malheureusement, c'est la justice dont nous sommes en train, nous allons hériter. J'ai posé des questions à quelques officiers de police judiciaire à un certain niveau qui m'ont clairement dit que lorsque les investigations n'ont pas atteint un certain niveau, lorsque les charges ne sont pas suffisantes, on ne va pas chercher les gens. Surtout qu'aujourd'hui, quand on vous envoie des convocations, pour la plupart du temps, les gens disparaissent. On n'arrive pas à les trouver. Et donc, la justice a trouvé peut-être le moyen de réunir suffisamment de kidnapper. Avant. De kidnapper. Non, pas. C'est vous qui utilisez ce mot. Mais pour arrêter les gens. Moi, je n'utilise pas le mot que vous utilisez. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas t'arrêter sans que tu aies au moins la notification, une première convocation. Il y a les procédures. Il faut le respect des procédures. Parce que on ne peut pas. Mais il y a le flagrant délit. Vous savez qu'il y a le flagrant délit. Quand il y a un flagrant délit, on te prend. Il n'y a pas de. Le professeur Joël Aïvo, il allait donner son cours. Il rentrait chez lui. Quand il a été kidnappé sur le pont, la présidente qui a Madougou, elle a fini de faire un meeting. En rentrant à côté de chez elle, qu'elle a été kidnappée au niveau du pont de Porte-Nouveau. Encore la flagrant délit.
Pas flagrant délit. D'accord. Mais vous savez que Steve Amoussou n'a pas interjeté appel, par exemple, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ça va servir à quoi? Vous avez vu Joël Aïvor, le professeur général, n'ont pas interjeté appel. Parce que devant la justice, devant la cliente, personne ne fait plus confiance. On sait, on a vu un de leurs collègues, Batamoussi, qui a dénoncé la manière dont il fonctionne. Oui, et personne n'est venu dire compte. Oui. Mieux, on a suivi aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a quitté ses fonctions. Il a dit certaines choses qu'il était venu défendre. C'est pour ça que nous pensons que Dieu nous donne la santé, que les 620 jours qui restent au président finissent. Et les gens vont voir la puanteur de ce qui existe au niveau de cette justice. Vous avez déjà vu la puanteur, vous? Non, nous on sent déjà. Vous sentez? Nous sentons. Sans avoir vu? Nous sentons. L'odeur, sans voir, on sent l'odeur. Donc vous sentez ça? Nous sentons l'odeur. D'accord. Et les mêmes personnes viennent dénoncer ce qu'on les forçait à faire. Je ne suis pas Batamoussi. Oui. Et qui est venu dire? Nous attendons d'autres personnes vont sortir pour vous dénoncer. D'accord. Ce n'est qu'une question de minutes. Voilà, ça c'était pour l'affaire Steve Amoussou, Monsieur Kamel Ouassangari. Je rappelle que vous êtes député LD à l'Assemblée nationale. Nous allons maintenant parler de Steve Amoussou. Les Béninois, pour la plupart, même le régime, pour certains, vous reprochent d'avoir livré le frère Onvi, d'avoir dénoncé. Pourquoi est-ce que vous avez livré le frère Onvi? Non, quoi? Je ne sais pas c'est qui le... Moi, je ne connais pas personnellement c'est qui le frère Onvi. Oui, mais on a vu des pancartes où les démocrates ont écrit libérer le frère Onvi. Vous êtes allé même au niveau de la criette, on vous a vu nous sommes allés à un niveau donné, assis dans un bar pour demander qu'on libère Onvi. Donc c'est vous qui avez dit le bar, c'est pas la criette. Oui, mais c'est vous qui avez dit que c'est Onvi. Non, je vous explique. Allez-y. Ouais. Lorsque M. Steve a été arrêté, nous avons eu une information par les réseaux sociaux comme le procureur que M. Steve ou que M. Onvi a été arrêté. Nous sommes allés, pas parce que c'est Onvi, mais parce que c'est un Béninois. Mais vous avez écrit Onvi quand même? Oui, c'est le nom qui circulait. C'est le nom qui circulait. Sinon, nous, au niveau du Parti des démocrates, on n'avait pas un contact avec eux. Ici, Amoussou ni Onvi, dont tout le monde parle. Ouais. Mais nous, c'est-à-dire comment la police béninoise peut se permettre d'aller dans un autre pays pour kidnapper. Même si après on apprend que c'est un gang qui est allé. Et c'est pour ça que nous sommes levés. Que ce soit Onvi, que ce soit Kochami, que ce soit Wuru, n'importe qui dont le nom aurait été cité, on se répète. C'est pour ça que c'est Onvi que l'opinion disait, c'est pour ça que nous sommes allés, on dit libérer Onvi. Comme le disait le maître Baparapé, il y a eu des cas où les noms se ressemblent. C'est-à-dire? Ça pouvait être Onvi, ça ne veut pas dire Onvi forcément, Onvi le chroniqueur. Donc, vous avez dit que nous sommes allés. Onvi le mécanicien? Non, nous sommes allés parce que c'est un Béninois qui a été kidnappé. Les méthodes de kidnapping qui veulent transformer en arrestation, nous ne sommes pas d'accord pour ça. C'est pour ça qu'on s'est levé pour aller dire non, que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que ici, lorsque le président Patrice Talon avait été arrêté en 2012, le peuple s'est levé pour aller au commissariat central. Il dit non, la méthode n'est pas d'accord. Lorsque le candidat Zadaï a eu juste une convocation, les gens ont trouvé que la manière dont la police était venue lui remettre la convocation n'était pas la voie normale. Le peuple béninois s'est levé. Alors pourquoi c'est seulement les hommes politiques, les hommes riches, pour eux que le peuple doit se lever? Tout Béninois. Parce que nous mettons le Béninois au centre de tout ce que nous faisons. L'homme. Tant que, même si aujourd'hui, il arrivait qu'un proche du système, un défenseur du système veut être pris dans des conditions rocambolesques, en dehors du respect des procédures, nous allons nous lever. Pas parce que c'est lui, mais parce que c'est un Béninois. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le régime vous oppose ce qu'il appelle une agitation. Le régime vous oppose le fait d'avoir clairement dit que c'est Onvi, et même d'avoir entendu un Béninois de l'extérieur le dire clairement. Non, le Béninois de l'extérieur n'est pas du Parti des démocrates. D'accord. Nous, c'est en fonction, je dis, l'information évolue comme vous devez le savoir. Et c'est en fonction à l'instant T, l'information que nous avons regardée. Et c'est en fonction de cette même information que le procureur, comme il a dit, a gardé M. Steve Amoussou. Oui, parce que là, c'est établi que c'est Steve Amoussou. En quoi? La personne ne se reconnaît pas. Non, Steve Amoussou. C'est pour ça que c'est la différence. Non, pas le procureur l'a gardé
Si vous avez suivi le procureur, pas parce que c'est Steve Amoussou, mais il disait qu'il a entendu, d'après les informations de l'opinion, qu'on parlait de Oumvi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas parce que c'est Steve Amoussou, parce que selon le procureur, c'est Oumvi qui a été arrêté. C'est pour ça qu'il est gardé pour les besoins de l'enquête. D'accord. Alors, mais s'il était avéré demain que c'était Oumvi, qu'est-ce que vous feriez au Parti des démocrates? Si c'est avéré que nous allons accompagner toute personne est d'abord innocent jusqu'à sa condamnation. On ne condamne personne parce qu'il y a des sujets où on pense que la personne est vraiment fautive, mais après jugement sans que la personne était la preuve. Il y a des cas où les gens ont été enfermés pendant plusieurs années, mais le jour où ils sont jugés, on trouve qu'il a bénéfice de doute. Donc, nous, dans notre communauté de combat, jusqu'à ce que la justice nous prouve que c'est vraiment Oumvi et qu'il était l'auteur des audios qu'on voit. Encore que les audios. Oui, parlons-en. Encore que les audios. Monsieur le député. Ça dépend. Est-ce que ça vous dérangeait, les chroniques de Oumvi? J'ai toujours du plaisir à écouter et à écouter. Parce que vous devez savoir que dans les chroniques de Oumvi, il conscientisait toutes les parties, même le parti démocrate, même le président Yahi Boni, même le président Eric, même les députés démocrates. Il y a des fois où il faisait des chroniques où peut-être nous sommes permis d'écouter pour voir voilà ce que les gens pensent, ça peut nous permettre de nous corriger. Ce n'est pas le sentiment du régime. Non, chacun est libre. Ouais. Si, comme l'a dit le président Robert Dossou, tu te mets en politique et tu ne veux pas les critiques, ce n'est pas la peine d'entrer en politique. Mais tant que tu occupes des postes de responsabilité, tant que tu occupes des postes il faut s'attendre à ça. Le président Kérékou disait, si toute personne pouvait écrire pour lui permettre de vendre et de nourrir sa famille, libre à lui. Et je pense que c'est la meilleure option pour tout dirigeant. Tant que tu ne te reproches rien, tout ce qu'on dit, ça passe. Mais le porte-parole du gouvernement, reçu justement sur les plateaux de EDN Télévision, a dit clairement qu'il y avait beaucoup de diffamations, d'insultes, et que lui-même d'ailleurs a été victime de railleries, mais qu'il pardonne, et qu'on ne peut pas impunément dire ce genre de choses sur des personnalités sans conséquence. Vous l'avez suivi? Il est suivi. Oui. Le porte-parole du gouvernement, mon cher frère et ami, rien ne m'étonne plus de lui. Parce que je l'ai suivi avant 2016. Je l'ai suivi après 2016. Avant 2016, il n'était pas en politique. Il n'était pas en politique, mais il savait comment il réagissait. Comment nous avons dit, en fonction des positions, les gens se trouvent. Les gens changent, ils oublient ce qu'ils avaient eu à dire. C'est votre cas? C'est pas mon cas. Moi, j'ai été un homme de conviction. J'ai été un homme de conviction. Les petits intérêts n'est pas mon cas. Je suis convaincu que c'est les mêmes personnes. Et je demande au président parti de faire très attention. Les mêmes personnes qui voient la vérité en face et disent autre chose. Demain seront les premiers à dire que ce que faisait le président parti salon est mauvais. Et puis, ils diront même que l'opposition ne disait même pas tout. Ils vont sortir les dossiers. Donc, ça va prendre les gens comme fonctionnent ces gens. Moi, si quelqu'un n'est pas droit dans ce qu'il dit, entre hier et aujourd'hui, je ne lui fais jamais confiance. Je l'écoute seulement et ça part. Mais il paraît que c'est ça la politique. Non, ça dépend. Hein. On entend beaucoup de gens dire qu'en politique, il faut, et que ce sont les intérêts. Sans fausse modestie, dans ce pays, personne ne dirait pas qu'un Ouassangari qui est dans la politique fait jour, dit une chose, et n'est pas capable. Je vous le dis, tout ce que je dis en privé, même au sein de mon parti, aussi devant tout le monde, je peux le dire en public. Donc c'est pour ça, si je sais que je ne peux pas dire quelque chose en public, je n'en parle pas. Parce que j'estime qu'il n'y a pas un secret, si déjà c'est entre deux personnes, c'est plus un secret. Donc tout secret, il faut garder ça. Donc si je ne suis pas d'accord, et je sais que je serai gêné de le dire, je ne le dis pas. Et c'est que le problème des gens, les gens parlent en privé, mais en public, ils ne peuvent pas. Mais soyez j'en suis. Il y a l'éducation qui joue sur plusieurs personnes. Ça existe en politique? L'éducation, ça existe. D'accord. Parce qu'il y a des gens comme moi qui estiment que s'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils défendent, ce n'est pas la peine de continuer en politique, il faut se retirer. Il ne faut pas forcément vouloir être présent et avaler ce qu'on ne peut pas vraiment voir. D'accord. Pour finir sur cette affaire Oumvi, le procès est annoncé pour le 7 octobre prochain. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Est-ce que vous avez... Nous, on n'a jamais rien entendu de la cliente.
Batamoussou a dit qu'on leur rédige les décisions. Oui, mais la même Criette a quand même libéré aussi des opposants. Récemment, il y a eu des jeunes qui ont été libérés. Après, la même justice les gens libère. Vous savez, pratiquement tous ceux qui ont été retirés, c'est pas une grâce. On les a condamnés. 10 ans, 3 ans. Il a une grâce financière. C'est toujours la justice qui s'exprime. Non, c'est le président de la République qui a estimé que il faut libérer. C'est le premier magistrat. Non, c'est le président de la République. Oui, c'est le premier magistrat. La Constitution lui donne ce pouvoir de prendre une grâce. Mais ils ont été jugés après 3 ans, 4 ans en prison. Des étudiants qui ont perdu les années d'inscription. Il y a des gens qui ont été acquittés par la Criette. Il y a des gens qui ont été libérés. Après 3 ans, après 4 ans. Non, même après un procès, la Criette acquitte. C'est déjà arrivé que la Criette est acquittée. Vous savez, oui. Je ne veux pas revenir sur la Criette. Je ne veux pas revenir sur le fonctionnement de la Criette. Ce n'est même pas le sujet de notre Je ne veux pas revenir sur rien. Mais même, ils ne sont pas tranquilles. Ils vous ont dit ça? Batamoussou a dit. Il dit qu'il n'est pas le seul. Oui, mais qui a dit d'autre? À part lui, qui d'autre a dit? Lui, il a le courage. Et il est parti. Il a le courage. Parce que s'il restait, la preuve, son beau-frère, à qui il a laissé sa maison, a été arrêté. Pourquoi? Et on dit qu'ils sont venus chez lui. Dans la résidence de Batamoussou, ils l'ont arrêté. On l'a connu pour tentative de coucher encore une... non, le régime, comme s'il voulait faire un coup d'État, un truc. Les accusations qui n'ont pas de sens. Chez lui, à 6 h du matin, le point. Parce qu'ils ont retrouvé à peine une somme, j'ai plus le montant, mais moins de 2,5 millions que l'autre avait pour régler les problèmes après son départ. Il a été pris. Et la police a eu la mauvaise idée de prendre d'autres personnes pour essayer de relier les dossiers. C'est vous qui faites cette liaison? Non, il a été arrêté chez lui, mais on le menait à d'autres personnes qui ont été arrêtées ailleurs. On met le dossier ensemble. Il a été gardé pendant 3 ans, 4 ans avant d'être libéré par la grâce présidentielle. Non. C'est pour ça que je dis, même si c'était moi qui étais dans la résidence de Batamoussou, on m'aurait pris. Et c'est pour ça que Batamoussou a eu raison de quitter. Parce qu'il sait ce qui pouvait lui arriver. D'accord. Nous allons maintenant parler politique. Parce que vous êtes éminemment politique, on le sait très bien. Vous avez dit il y a quelques minutes que vous êtes député à la CEDEAO. Également, vous avez déjà suivi parler de certaines questions avec le député sénégalais, qui est votre ami d'ailleurs, puisque vous avez vu ensemble. Des juristes béninois ont saisi la CEDEAO par rapport au code électoral. Monsieur le député Kamel Ouassangari, est-ce que vous espérez une suite à cette saisine? Moi, je garde toujours espoir. Donc, vous gardez espoir quand il s'agit de la CEDEAO? Non, pas sur la CEDEAO. Parce que vous avez cité les juristes qui ont saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez parlé de tout ce qui s'est dit à la CEDEAO. Encore que je tiens à préciser à la CEDEAO, ce n'est pas le député sénégalais seul qui a parlé. Les Guinéens ont parlé, les Ivoiriens ont parlé, les Ghanéens ont parlé. Seulement, c'est l'extrait du député sénégalais qui a circulé. Mais je veux parler aussi de... Vous-même, vous avez parlé. J'ai parlé pour expliquer la chronologie des faits. À l'intérieur du pays, les confessions religieuses, l'Église catholique, certains membres de la société civile ont parlé. Je pense que si le président Patrice Talon, comme il l'a dit à la veille du 1er mars, lorsqu'il voulait introduire, lorsque le député Hassan Sebou avait introduit la proposition de révision, il disait que lui veut laisser le Bénin comme il l'a trouvé en 2016, en organisant des élections libres, pacifiques et transparentes. On s'est dit que peut-être qu'il va amener sa majorité à relire. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, nous en sommes conscients. Ils ne sont plus sûrs de gagner les élections par les urnes. Ah bon? Oui, ils ne sont plus. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser les lois. Vous savez, il faut tenir compte du contexte de notre participation aux élections en 2023. Ça a été difficile pour que nos candidats puissent se positionner. Les élections législatives. Législatives. C'était très difficile. Avant de revenir en 2023, je commence en 2019. Lorsque la Cour du président Djabouine disait qu'il fallait sortir un certificat de conformité. Aucun parti de l'opposition n'a pu l'avoir. Le président Yahi disait, nous allons dans une insécurité politique pendant près de 20 ans. On a eu un parlement monocolore.
qui a eu toute la latitude, tout le temps de manipuler les tests. Il était seul. Ouais. Nous avons accepté. En 2020, nous avons créé le Parti des démocrates. On dit c'est les tests, c'est mauvais, mais on va l'appliquer. Au lieu de dénoncer, on applique. Quand vous appliquez, c'est une reconnaissance tacite que bon, non, la loi c'est les lois. Passée. Parce que nos institutions ont reconnu l'Assemblée monocolore. Ouais. Ils ont voté les lois. Nous payons nos impôts qui permettaient de les payer. On dit alors, allons-y, faisons tout pour avoir la majorité et changer. On est allé dans ce qu'on... On savait qu'en 2020, en 2019, lors de la révision constitutionnelle au code électoral, il devait avoir les élections générales en 2026. Ouais. Et pour aller aux élections générales en 2026, il fallait avoir les maires en 2020 et les députés en 2023. Donc, on connaissait le cadre, les conditions pour aller à ces élections. En 2020, lors des communales, on n'était pas encore nés. Il y avait des difficultés dans notre ancien parti. Il y avait des maires. En 2018, les députés qui ont révisé la Cour, c'est eux qui étaient les parrains en 2021. Oui. Ils ont parrainé qui ils veulent. Nous, notre candidat, la présidente qui arrive, n'avait pas pu avoir de parrainage. C'était la seule pièce qui nous avait manqué dans le dossier de candidature. On s'est dit alors en 2023, comme il fallait 10% des parrains, il faut qu'on aille aux élections législatives pour avoir les 10%. Ce que vous avez eu. Les 10% faisaient 19 députés. Donc, ça veut dire que le processus électoral des élections générales de 2026 a démarré en 2019 déjà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a bataille dure. Malgré le fait que certains de nos candidats n'ont pas pu être candidats, on a pu avoir 28 députés. Où c'était difficile. Des candidats d'avoir les PV au niveau des bureaux. On a posé le problème. On s'est dit, chez la Sénat a sorti les résultats, les premières tendances. La Sénat, les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote, sur toute l'étendue. On veut voir. Ils ont refusé. Ouais. Parce qu'il y a eu la caducité des documents électoraux. Ce qui a été dit. En une semaine après les élections. On ne sait pas. Mais on a quand même 28 députés. On a au moins les 10% faisaient 19 députés. Ouais. Quand les gens se sont rendus compte de notre activisme sur le terrain politique, de l'engouement que le peuple béninois, qui commençait pas à avoir le courage pour se dire que le changement est possible, la majorité mécanique au Parlement a décidé de changer. Parce qu'ils ont vu, s'ils vont sur le terrain, ce qu'on leur dit. Parce que les parents qui n'arrivent pas à vendre leur soja, qui n'arrivent pas à vendre leur cardio, qui souffrent dans la position du coton, nous attendons 2026 pour monter ce qu'on fera. Ouais. Maintenant, ils ont changé la loi, on ramène le parrainage à 15%. Les 15%, c'est le nombre de... Oui. Donc, ça veut dire que les règles du jeu sont en train d'être changées au cours du jeu. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup plus de députés. C'était le nombre de députés... Non, avant, là, lorsqu'il y avait 83 députés, les 10% faisaient 16 députés. Oui. Les 24 et les 25 députés qui sont ajoutés, c'est pour ça que les 10% reviennent à 19 députés. Donc, ça n'avait pas de changement. Okay. C'est le 10%. D'accord. Maintenant, ils ont changé pour dire, non seulement il faut avoir 15%, ce qui fait 28 députés, on dit qu'il faut que ces parrains proviennent dans 3/5 des circonscriptions électorales. Oui. Parce que le Parti des démocrates a ses élus dans 3/5 des circonscriptions électorales. Donc ça vous arrange, ils ont tenu compte de vous. Oui, c'est ça c'est une réponse, une question qui me gêne souvent quand on dit que ça nous arrange. L'élection, si les codes, si en 2016, il y avait ce genre de restrictions, le président Patrice Talon ne pouvait pas être candidat parce qu'à peine 5-6 députés le soutenaient. Libre. Les pays comme les États-Unis dont on parle, il y a plus de 1000 candidats aux élections. Les pays comme le Nigeria, on a vu dernièrement, plus d'une dizaine de grands oui, parce que même si aujourd'hui, la preuve, pour les élections passées, législatives, on était près de 7 partis politiques à prendre part. Oui. Mais on a vu que au moment où nous avons plus 3 partis, plus de 10%, le 4e parti est venu à 4%, FCBE, les autres ont eu 2%. Mais il faut laisser la liberté. Les Béninois doivent être libres de choisir qui ils veulent. Mais la réforme du système partisan, justement, veut les grands ensembles. Et en tenant compte des 28 députés démocrates et également des 3/5, c'est au moins pour donner la possibilité aux démocrates d'avoir un candidat, d'avoir le candidat, d'avoir le ticket. Le parti n'a pas que les partis des démocrates. Il faut le permettre aux partis. Tant que la loi permet aux partis de se créer, laissons le libre choix. Les grands ensembles dont vous parlez. Parlons-en. Vous êtes 3 grands ensembles à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est un faux problème, les grands. Qu'est-ce qu'on met dans grands ensembles? Si on veut les grands ensembles, les 10%, comme on l'a actuellement, il y a 3 grands ensembles. Oui, absolument. Mais, moi, on ne veut, si le gouvernement lutte contre les gaïmans, je ne peux pas accepter que je sois gaillé.
Parce qu'au même moment, on dit qu'il faut les grands ensembles. Il faut une représentation sur toute l'étendue du territoire. Dans ce même code, pour l'attribution des sièges, on montre qu'un parti peut être le plus grand parti du Bénin, avec peut-être 60% des suffrages, 60% au niveau national des suffrages, et se retrouver avec 0 député, au moment où deux petits partis, qui ont peut-être 11% et 12%, parce qu'ils auraient signé un accord de gouvernance, vont se faire la sommation de leurs suffrages et se partager tous les sièges. Les grands ensembles, on laisse tous les partis affronter. Et les partis en fonction du poids vont se partager les sièges. Et donc les partis qui aillent au Parlement vont dire je suis minoritaire, on ne s'entend pas, vont s'entraider. Je l'ai dit au Parlement, personne ne sera mis au dos pour être sauvé. Si mes collègues de l'UP et de BR, qui sont actuellement majoritaires, pensent que les BR vont me mettre au dos dans certaines circonstances pour me permettre d'avoir 20%, et les UPR vont se dire qu'ils peuvent mettre BR parfois, c'est un faux point, ça n'arriverait pas. Mais les FCBE ont des élus. Pourquoi vous ne La première condition, il faut avoir 10% au niveau national. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble avec on se tient compte de la base. C'est les élections de 2023. La première, il faut avoir d'abord 10%. Même si vous êtes en même, on peut signer un accord avec SEBE. Seulement que il faut que SEBE ait 10%, la première condition au niveau national. C'est pas que c'était dit d'office que vous pouvez vous mettre et faire ça pouvait aller. Mais si tu as un accord de gouvernance avec un parti qui n'a pas 10%, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas bénéficier des suffrages de ce parti. C'est là le hic. C'est pas qu'on refuse de faire une coalition, un partenariat avec les autres partis, mais la première condition, et depuis 90, depuis le niveau démocratique, aucun parti n'a pu obtenir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Même en 2011, au moment où il y a eu le chaos du président Yaïboni, au moment où SEB avait eu près de 41 députés sur les 83. FCB n'a pas pu obtenir 20% dans toutes les circonstances. Mais si vous êtes un parti national, comme vous le chantez souvent, pourquoi avez-vous peur de ça? Même aux États-Unis, il y a des États où les partis, les démocrates, n'ont pas battu correctement. Pareil pour les républicains. Dans aucun pays du monde, il ne peut pas arriver un cas de figure où un parti peut avoir, même si le parti a 60% au niveau de suffrage, et puis arriver des zones où le parti n'aurait pas eu 20%. Vous voulez dire que même les UPBR risquent de ne même pas avoir 20%. Individuellement, il ne peut pas avoir la preuve. Il ne peut pas. Ils sont conscients. Ils ont raté 20% dans plusieurs circonscriptions. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le système d'accord de gouvernance. Là, chacun va mettre l'autre au dos. Dans les circonscriptions, n'ont pas pu avoir les 20%. Mais on sait que le Bénin a une âme. C'est là où je suis toujours confiant à l'avenir. Le code électoral, je le dis, je le répète, le code électoral sera relu. Par qui? Par le député de la 9e législature. Ça sera relu. Tous les députés ensemble ou bien? Non, le député, c'est la preuve, la loi. Si c'est voté par le Parlement, même si je vote contre, on dit le Parlement. Le code électoral sera relu. Et beaucoup de mouvements vont démarrer dans les jours à venir. Oui, mais monsieur le député Kamel Ouassangari, vous appelez à la relecture du code électoral, mais vous refusez la révision de la Constitution. Pourquoi vous faites deux poids, deux mesures? A-t-on besoin de réviser la Constitution pour organiser les élections libres? Les députés de la mouvance veulent réviser la parce qu'ils ont Constitution, d'autres derrière. Bloqué ça. Oui, parce qu'ils ont d'autres derrière la tête. Lesquels? Le président Patrice Talon dit que lui n'est pas preneur pour une révision. La preuve, les 9 députés de UPB qui ont voté nous ont dit, le président Patrice ne nous a pas dit que lui veut une révision. Qui a dit qu'il ne veut pas, que c'est pour ça qu'ils ont accompagné. Au même moment, le président Patrice Talon dit qu'il ne veut pas de révision, il nous appelle, et il essaie de nous amadouer. Ah bon? Oui, il nous a amadoué. Ah bon, il nous a reçu. Il nous a reçu. Il nous a reçu le président. Le président Patrice Talon au palais de la République. Pour nous avoir dit non, qu'il faut. Non, on n'est pas les enfants. Surtout que son conseiller, c'est le président de l'UPR, le président Djobeno, qui a dit dans ce pays, au moment où le président Yaïboni voulait introduire une révision, que même si c'est une virgule de toucher, il faut aller vers les masses. Que ce n'est pas au Parlement que ça va se décider. Pourquoi maintenant on a peur d'aller vers les masses? Et que même si c'est une virgule de toucher, ça peut être une nouvelle république. C'est ça que vous avez peur? On a vu le syndrome et les amitiés du président Patrice Talon dans la sous-région. C'est des gens qui sont à 3 mandats, 4 mandats. Comme on dit, l'amitié, ça peut être
il peut être contaminé. Ouais. On veut qu'il finisse son mandat dans la paix, dans la bonne santé. Pour que le 24 mai 2026, un autre président puisse prendre... le porte-parole du gouvernement... Il a déjà eu... Oui. Non, le porte-parole il a dit clairement qu'il n'y a pas troisième mandat. Non, oui, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec le porte-parole... Ce n'existe même pas pour eux. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est le juge qui prend la parole, qui pense que le Bénin a commencé. Le président Patrice Talon a dit, à la face du monde, le 6 avril 2016, je ferai de mon mandat une exigence morale. Ça, c'est la parole d'un homme. Avant le vote de la première révision, le rejet de la première révision de la Constitution, il dit, même si, pas plus extraordinaire, que la révision ne marchait pas, que lui va faire 5 ans pour montrer qu'il va faire un seul mandat pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. Monsieur, 5 ans, on peut faire le job et en train de finir un deuxième mandat. C'est illégal. Son deuxième mandat n'est pas illégal. Non, je n'ai pas dit que c'est légal, voilà, mais donc, la parole d'un homme. La Constitution. Ce que je veux dire, c'est la parole. Donc, ça veut dire que sa parole, nous ne croyons plus à sa parole, à la parole du président de la République. Donc, vous pensez qu'il y a un troisième mandat en téléchargement? Surtout, il veut. Ah bon? Il veut. Quels sont les éléments que vous avez son entourage. pour affirmer ça? Son entourage. Si on voit de plus en plus, les gens disent que c'est le président, c'est le meilleur des meilleurs. Oui. Les meilleurs. Il faut, si on peut lui donner 20 ans, mon frère, avec il est, comment on dit, Bertin Kovi, a dit, on a dit que c'est pas légal. Celui qu'on nomme maintenant au commissariat, au quoi, qui a été récompensé par cette nomination, avec dit des trucs. C'est vous qui parlez de récompense. Avec dit des trucs pareil. Oui, mais Souyayi, ça s'est passé sous Yayi aussi. Oui. On a eu des ministres qui ont dit clairement qu'il faut donner un troisième mandat. Oui, mais que le président Yayi a sauté quelques jours après. Que le président Yayi a sauté quelques jours après. Encore que le président Yayi est allé devant le pape. Il est allé devant l'église, partout au niveau des Nations Unies, au niveau de l'ONU pour dire qu'il ne veut pas donner un troisième mandat. Mais les gens disent qu'il voulait. Mais voilà, c'est la même chose. Ici, le président Talon dit qu'il n'en veut pas. Non, vous pensez qu'il veut? Mais lui, il n'avait pas reçu les gens pour leur dire, essayer de modifier pour amener les élections présidentielles avant la législative. Il n'avait pas dit. Ce qui n'est pas le cas du président, nous nous avons reçu de modifier pour amener les élections présidentielles avant la législative. Et que lui qui a augmenté 45 jours à son mandat, qu'il est prêt à diminuer 2 mois. Comme le dit le fond, personne ne peut nous blaire. Ah bon? Non, c'est fini. Il va partir dans 6 ans, 20 jours et nous aurons notre président. D'accord. Vous voulez notre président, mais est-ce que... Quelle que soit la personne, quelle que soit l'essentiel, que les Béninois choisissent sa personne. Quelles sont les chances des démocrates pour 2026? Quelles sont les chances? Qui vous dit que c'est vous qui allez prendre la succession? Vous savez, pour une élection, moi, on ne minimise pas l'adversaire. Oui. Et rien n'est gagné d'avance. Mais nous savons comment c'est difficile de finir un mandat. Et en fin de mandat, on sait comment les clans qui sont autour d'un président ont du mal à s'entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça vous dit que le jeu est ouvert en 2026. Vous allez remarquer, tous ceux qui seront candidats aux élections de 2026 sont des candidats qui ne sont jamais allés à une élection présidentielle. Encore que, en face, nous voyons les noms qui s'agitent, c'est des gens qui, non seulement ne sont jamais allés, bon, il y a une personne dont le nom s'agit qui est allé une fois, mais qui a été laminé. Les autres, c'est leur première expérience pour affronter le suffrage. Il y a la technicité, il y a l'affrontement des électeurs pour convaincre. Ce n'est pas les chiffres. Surtout que le développement, j'aime le dire, le développement du pays ne tient pas compte des ressentis des populations. On est à un taux de croissance de 6,3. On est à, comment dire, pour le développement. Mais on a fait si. Encore que, malheureusement, on n'a pas le temps pour parler des réalisations du régime. Pour dire qu'on a réalisé des stades. On peut le faire. On a réalisé des stades. Si vous le voulez, si on finit sur les aspects politiques, on va dire qu'on a réalisé des stades dans chacune des communes. On a fait GDIZ que le président Soglo a applaudi. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi comme tout. Je suis allé à GDIZ. Oui. Si vous parlez de la GDIZ, ils vont couler. Ils savent ça. D'accord. Parce que, non, je n'ai pas fini. Oui, mais parlons pour un peu. On peut revenir sur ça. Moi, je n'ai pas de problème sur ce genre de choses, mais parlons politique. On peut dire 2026. Tous les candidats ne peuvent pas taper la porte pour dire c'est gagné d'avance. Parce qu'en fin de... pour une élection ouverte, lui ne peut savoir ce qui est en face de moi, s'il va me soutenir ou pas. Donc, ça veut dire du fait que c'est ouvert, c'est ça qui amène la panique. Et si vous voyez, c'est plus difficile que quelqu'un qui doit défendre un bilan.
et quelqu'un qui va montrer l'état de ce bilan, c'est plus facile pour ceux qui vont montrer l'état, pour montrer ce qui ne va pas. Maintenant, le président Patrice Talon n'est pas candidat en 2026. Parmi ceux qui vont soutenir, qui serait comptable du bilan du président Patrice Talon? C'est là le problème. C'est ça qu'il a fait. Parce qu'ils savent que le bilan du président Patrice Talon est mauvais. Personne ne peut être comptable des arrestations des Béninois. C'est ça le bilan, selon vous? Non. Est-ce qu'il y a un régime qui n'a pas arrêté? Tous les régimes arrêtent. Tous les régimes arrêtent. Ben, bien sûr. Mais légalement, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je parle du bilan. Je l'ai trouvé, le président qui a fait plus d'éléphants blancs, c'est le président Patrice Talon. Ah bon? Ça, je suis unanime. Les marchés, prenez le PAG1, 2016-2021. C'est là la construction des marchés. Vous savez que les marchés devaient finir avant 2021. Ils sont en train de terminer, ils sont en train de les inaugurer. Mais c'est fini quand même. C'est pas un éléphant blanc. Un éléphant blanc, vous connaissez la définition? Un éléphant blanc, c'est un chantier qu'on n'a pas fini, Non, c'est pas ça. Mais c'est ça dans la notoriété publique. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi un éléphant blanc? Un éléphant blanc, c'est une réalisation d'envergure prestigieuse, oui, qui s'avère en définitive plus coûteuse que bénéfique, et dont l'exploitation, l'entretien devient un fardeau. Les marchés, là, toutes les femmes qu'on installe, oui. Alors, on demande au ministre du Commerce quelles sont les redevances à payer par ces femmes. On dit, installez-vous, après on va voir. On n'a pas fait le bilan encore. Donc non, on n'a pas besoin, qu'on a fait les études. Oui. On a recensé les femmes qui étaient là. Dans votre propre définition, oui, oui. Vous avez dit que, vous dit que c'est marché. Les évaluations, les bilans, et que ça s'avère... c'est parce que déjà, pour installer les femmes, ça n'a pas été facile. Les marchés ont été finalisés depuis. Ça n'a pas été facile. Parce qu'ils savent que ceux qui ont investi, un marché dont on refuse de nous donner les coûts de réalisation, au Parlement pose des questions. Voilà tel attiré, ça écoutez, on a peur de le dire parce qu'on sait que si le peuple béninois sait ce qui a été investi pour réaliser ce marché, la rentabilité n'est pas possible. Mais la rentabilité, c'est sur combien de temps? Il y a ça aussi. Mais c'est pour plusieurs années. Mais qu'on nous dise, l'État a une continuité. Si on pense qu'au même moment, ces marchés ont été construits ailleurs, à 2 francs, et peut-être chez nous, on dit que ça a été fait à 50 francs, les gens ont peur de donner le coût de réalisation au peuple béninois. Cash on cash. On dit qu'on est premier en transparence budgétaire, mais on refuse de donner le coût de réalisation des infrastructures, des quelques infrastructures qui sont réalisées. Parce que le Bénin, ce n'est pas Cotonou. Le Bénin, ce n'est pas à la descente de l'aéroport et les alentours de Cotonou. Le Bénin, c'est Zougbodome. Le Bénin, c'est Karimama. Le Bénin, c'est Kouandé. Le Bénin, c'est Tungutuna. Moi, j'ai battu, je le dis, j'ai toujours eu le plaisir de le dire. J'ai battu dans ma circonscription électorale l'UPR et le BR. Parce que pendant dans la commune de Kérou, le gouvernement n'a réalisé que 4-5 latrines en 8 années. Rien d'autre de nouveau. À Kouandé, il ne peut pas dire, vous avez travaillé, montrez-nous. Voilà ce que le gouvernement a fait. Il ne peut pas montrer. Vous savez que, ce qu'ils savent dire. Vous savez que... ce qu'ils savent dire. On dit souvent ça vous dit que, oui. Monsieur le député, on dit souvent qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Je suis d'accord. Oui, mais si on dit qu'on est cartésien, on fait un PAG et qu'on endette au jour le jour le peuple béninois. Mais il faut qu'on sente au moins que les dettes que nos enfants, nos petits-enfants, nos après-petits-enfants vont rembourser, il faut qu'on voit, qu'on n'ait pas l'impression que c'est pour réfectionner à des milliards, par exemple, le palais présidentiel, au moment où les dialysés doivent payer 100 000 par dialyse. Qu'est-ce qu'il coûte? Ou le président Kérékou a rendu gratuit, a demandé la gratuité de la dialyse depuis 1999. Le président Yahi Boni a continué avec la gratuité de la dialyse. Et qu'en 2019, on dit que le coût par an de la dialyse, ça fait moins de 3 milliards qu'on refuse de faire la gratuité de la dialyse, alors que nos frères qui sont malades contribuent au remboursement de ces dettes. Pourquoi? Ils sont combien? D'accord, ben vous savez que au Burkina, vous discutez oui, je viens. Au Burkina. Dans les autres pays, au Burkina, c'est gratuit la dialyse. En Côte d'Ivoire, quel autre revient? C'est 1750 la dialyse. Au Mali, pratiquement, c'est la gratuité. Nous qui disons qu'on fait des économies pour le pays. Les gens, nos frères dont on sait qu'ils ne leur expliquent beaucoup à vivre s'ils n'ont pas les moyens. J'explique que c'est 52 000 au Bénin.
pourquoi ils sont combien? D'accord. Donc ça, c'est déjà les éléments de campagne que vous avez pour 2026. Non, c'est la réalité. Les gens vivent avec ça. Ça veut dire que... Les gens vivent avec ça. Oui, d'accord. Vous savez, si vous avez un ami, dans la presse, il y a des journalistes qui sont dialysés. Ça fait mal. Ça, c'est dans toutes les corporations. Oui, non, je vous dis, si vous voyez, non, même chez moi, j'ai des frères, des parents qui sont... Mais vous savez, si vous voyez quelqu'un qui avait peut-être un minimum, qui a passé dans toutes les séances, s'appauvrir, finit tout, vend tout, demande à des amis, même à ceux qui ne doivent pas demander, aidez-moi pour pouvoir faire des séances. Et à la fin, personne ne décroche son appel. Et en fin de compte, il va tout vendre. Il va laisser sa famille dans la pauvreté et il meurt. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça que je profite pour lancer un appel. Oui, allez-y. Le président Patrice Talon, pardonnez. Ça, je m'agenouille. Faites tout pour reprendre la gratuité de la dialyse. D'accord. En 2026, le candidat le premier conseil des ministres en 2026, nous allons rendre gratuite la dialyse. Ah aussi, c'est vous qui prenez le pouvoir. Quel est votre candidat pour 2026? Non, on est convaincu que le parti... Justement, on fait les débats. On est à moins de 2 ans des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. On ne sait pas qui porte le flambeau des démocrates. Vous suivez le fonctionnement du Parti des démocrates. Le Parti des démocrates est un parti structuré. Et pour le choix d'un candidat, c'est l'Assemblée générale, qu'on appelle le Conseil national qui se réunit. C'est-à-dire, tous les représentants viennent des communes, des circonscriptions, pour pouvoir choisir le candidat. Et c'est cette méthode qui a été faite. Si vous êtes en face d'un régime qui est prêt à trouver du tort à vos candidats, parce que vous ne parlez pas le même langage qu'eux, il faut être stratège. Vous avez peur? Non, on n'a pas peur, même une stratégie. Nous, on veut montrer que on veut amener que le peuple a ce que le candidat qui serait soutenu, choisi par le parti, ne soit pas un candidat imposé, mais qu'un candidat démarche. Et c'est pour ça que je veux voir qu'en 2021, personne n'attendait à voir la présidente Rikia Madougou, candidat du Parti démocrate. Mais elle a été choisie par les membres de la coordination nationale. Où tout est comme ça. Vous savez qu'à octobre 2025, 6 mois avant la présidentielle, on doit connaître les candidats. Donc si c'est de ça que vous avez peur... Oui, en octobre. Oui, en octobre. Si c'est de ça que vous avez peur, ça veut dire que le régime a 6 mois pour dézinguer votre candidat. Non, si vous savez... Si vous choisissez quelqu'un, Vous savez à quel moment, comment dire, chaque parti politique doit choisir son candidat? Ce sont des stratégies, un travail à faire. Si vous voulez gagner, il faut d'abord travailler à la base. Amener les gens à se retrouver en solitude. Qu'il y ait un consensus, pas après le choix du candidat, mais avant le choix. Que les gens sentent qu'ils ont contribué au choix du candidat, ils vont se sentir mieux concernés et travailler. Et c'est le travail que nous faisons. Parce que nous estimons que nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas nous sommes la propriété de personne. Et c'est pour ça qu'on dit, tous ceux qui ont des ambitions. Il y en a dans les démocrates? Ils doivent peut-être en avoir. Vous ne savez pas encore? Pour les gens, parce que peut-être les gens prennent leur contact d'abord pour voir. Mais on est à moins de 2 ans des élections. Non, on a 2 ans, c'est trop. Hein. On a un an. Mais oui, donc c'est quand même un problème. Non, c'est pas un problème. Parce que le problème. Quand vous parlez des autres pays, les États-Unis et tout le reste, on sait déjà longtemps à l'avance qui sont les candidats qui seront portés. Oui, parce que nous, les gens travaillent pour ça. Dans nos tests, il y a la période. 2 mois avant le choix, le dépôt des dossiers, où le parti met en place une commission ad hoc de candidature. Et c'est là maintenant tous les potentiels candidats s'inscrivent et on les écoute, on les classe, on dit chacun donne ses atouts. Et la commission vient faire son rapport au niveau de le Conseil national de la coordination dans cette vient faire son rapport. Et c'est en ce moment, si on fait le rapport, les gens, si à l'unanimité, tout le monde décide c'est tel, c'est bon. Si les gens ne se donnent pas, les gens votent pour décider alors qui. Et c'est là qu'ils représentent le candidat du parti. Donc, même si je peux avoir des ambitions, mais je ne peux pas. Je vais courir, ça ne veut pas dire forcément voir. Et au sein du Parti des démocrates, ce qui est intéressant, la fonction qu'occupe quelqu'un dans le bureau de la coordination nationale ne lui donne pas priorité à tout membre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au niveau village, qui prend ses contacts, d'abord qui travaille pour qu'il soit visible. Et ça veut dire que je ne veux pas la démocratie plus. D'accord. Donc vous aspirez gagner les élections de... Non, on va gagner les élections. Ah bon? On va gagner les élections. Et si vous ne gagnez pas? Non, c'est qu'on va gagner. Et si vous ne gagnez pas? On va gagner. Mais pourquoi vous ne voulez pas voir le cas où vous n'avez pas gagné? Non. Et si vous ne gagnez pas? Vous savez, notre objectif, c'est gagner les élections. D'accord. On travaille pour gagner. Donc pour ne pas non, il n'y a pas, dans nos objectifs, il n'y a pas, si on ne gagne pas.
Nous, on travaille pour gagner. On va gagner. D'accord. Monsieur le député, je vous laisse conclure l'entretien. C'est dommage. Il y a beaucoup d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec vous, mais nous avons fini 52 minutes. Ça passe très vite. Donc, votre caméra est là. Vous allez conclure notre entretien. Ben, c'est comme je tiens quand même à remercier tout un chacun. Je prie quand même que la présidente qui a Amadou, Joël Aïvo, et ceux qui sont encore dans les liens de la détention au niveau de nos prisons, pour des faits politiques, soit les exilés politiques puissent revenir pour qu'ensemble on construise le pays. Et aussi, prie Dieu pour que le président Patrice Talon ait une longévité et une bonne santé pour finir son mandat dans 620 jours. Pour qu'il voit après le président qui va venir, où je l'espère, et nous travaillons pour ça, que ce soit le candidat du Parti des démocrates qu'on ne connaît pas, qui gagne les élections, lui montre qu'ils avaient plus fait de la littérature que de la vraie réalisation dont a besoin le peuple béninois. Et ça se fera. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Ouassangari. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député LD, parti de l'opposition. Je vous ai reçu sur ce plateau pour qu'on parle un peu des questions d'actualité, notamment de l'affaire Steve Amossou. Vous avez donné votre lecture de cette affaire-là. Le procès Ronvi annoncé pour le 7 octobre. Là également, vous avez donné lecture de votre position. Vous vous êtes prononcé sur les juristes béninois qui ont saisi la CEDEAO par rapport à la révision du code électoral. Vous n'êtes pas pour la révision de la Constitution, mais vous êtes pour la relecture du code électoral. Et puis après, nous avons parlé des élections de 2026, notamment de la présidentielle. Merci beaucoup. J'espère que vous serez toujours disponible pour échanger avec nous sur certaines questions d'actualité. Même dans une tension, m'appeler, je suis toujours disponible. D'accord. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs Diaspora FM, merci pour votre aimable attention. Nous allons longuement et régulièrement aborder les questions d'actualité. Les acteurs politiques vont certainement défiler sur ce plateau et donc on va prendre beaucoup de plaisir à leur poser des questions en espérant les réponses qu'il faut, les réponses qui vont vous satisfaire, vous également. Bon appétit à chacun et à tous. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche.